Salut! Aujourd'hui, nous parlons de la nature. Non pas comme un décor de voyage, mais comme un système avec des héros inattendus, des liens cachés et des records étranges. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est agréable de rassembler la géographie de la chaîne. Merci de votre visite. J'apprécie votre temps et votre attention. Que votre journée soit légère et bonne, et votre humeur aussi stable qu'une forêt sempervirente après la pluie. Partons à la découverte des faits un par un, brièvement, avec précision, sans ennuyer, mais en respectant les détails. Un fait marquant. Une tortue solitaire est devenue le symbole d'un archipel, tout en perdant la course contre la montre. Lonesome George des Galapagos, dernier représentant de l'espèce Chelonoidis abingdoni, vivait comme une pièce de musée des espèces disparues. Exposé, protégé, mais toujours sous pression temporelle. Il fut découvert en 1971 sur l'île Pinta. Sa carapace en dôme bas, son coup de périscope et un regard empreint de la légère lassitude d'un longévité. Son poids avoisina les 90 kg pour une longueur d'environ 1 mètre. Pendant des décennies, les scientifiques ont tenté de lui trouver des partenaires d'espèces proches. Il y eut des parades nuptiales, des pontes, mais les œufs restèrent non fécondés. La nature est parfois obstinée dans sa précision. Derrière ce drame personnel se dessine la carte des erreurs humaines majeures. Les chèvres introduites ont ravagé Pinta, privant la tortue de nourriture. Et même après leur éradication, le temps avait manqué. George s'est éteint en 2012, date qui devint non seulement une nouvelle, mais un rappel. L'extinction est un processus longtemps invisible, puis soudainement trop tard. Depuis, l'archipel recherche des hybrides et débat des chances de ressusciter l'espèce. Mais la leçon la plus juste est la suivante. Les espèces rares ne peuvent être sauvées individuellement. Il faut restaurer leur habitat, l'écosystème, tant que ne subsistent pas seulement les noms, mais aussi les actions. Si ce récit a ravivé le souvenir d'autres solitaires méconnus, partagez-le ci-dessous. Créons un catalogue de soutien. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et commentez, cela aide à promouvoir ces sujets et montre qu'ils vous tiennent à cœur. Merci de votre visionnage et de votre soutien. Deuxième fait. La forêt parle ressemble à un conte de fées jusqu'à ce que l'on visualise le schéma du réseau de canalisation souterraine. Il s'agit d'un réseau mycorhizien, de très fins filaments fongiques reliant les racines de différents arbres en un échangeur commun de carbone et de signaux. Le diamètre des ifs est d'environ 2 à 5 micromètres, 10 à 30 fois plus fin qu'un cheveu humain, mais leur longueur totale dans une cuillère à café de terre peut atteindre des kilomètres, littéralement des kilomètres de câblage dans le volume d'un petit cube. Des expériences avec des isotopes de carbone ont montré que des arbres voisins peuvent se transmettre mutuellement une part de salaire, des sucres issus de la photosynthèse, surtout lorsqu'un arbre est à l'ombre et un autre au soleil. La part de ce soutien pour les jeunes pousses atteignait, selon les estimations, une partie notable de leur bilan quotidien. Les arbres mères, vieux et puissants, distribuent des ressources à leurs familles et reçoivent en retour des notifications push chimiques. Attaques d'insectes, sécheresse, dommages, et les voisins activent leurs mécanismes de défense plus tôt, synthétisent des substances amères, modifient leur métabolisme hydrique. Les détails sont sujets à débat. Ce qui circule exactement, carbone, azote, molécules de signalisation et en quel volume à travers le réseau dépend de l'espèce de champignon, de l'humidité et de la saison. Il n'y a pas de pure télépathie, mais une logistique dense. Imaginez un quartier où les sous-sols sont reliés par des tuyaux. Certains habitants payent trop cher en hiver, d'autres remboursent leurs dettes en été, et un répartiteur envoie des avertissements instantanément. C'est ainsi que fonctionne la forêt, et c'est pourquoi l'abattage d'arbres anciens isolés rompt souvent tout un réseau de connexions. Avez-vous remarqué dans les parcs comment les cimes de différentes espèces semblent s'adapter les unes aux autres sans masquer la lumière de leurs voisins? Partagez vos observations dans les commentaires. Nous sommes curieux de savoir si vous croyez à l'Internet de la forêt avant et après ces faits et si votre opinion a changé avec le temps. Troisième fait. Le Sahara est-il un désert éternel? Alors pourquoi, il y a seulement 6 à 8 000 ans, des hippopotames nageaient-ils ici et des volées de pélicans sifflaient-ils au-dessus de l'eau? Les cartes paléoclimatiques indiquent qu'au cours de la période humide africaine, il y a environ 14 500 à 5 500 ans, la mousson s'est déplacée vers le nord sur des centaines de kilomètres. Cela s'explique par le fait que, en raison de la précession de la Terre, le soleil d'été chauffait plus intensément les latitudes comprises entre 15 et 25 degrés N.
Les pluies nourrissaient les savanes et le gigantesque lac Mégachad s'étendait sur des superficies d'environ 300 000 à 350 000 km², comparables à l'Allemagne. Dans les grottes du Tassili Nadjer, on trouve des peintures de nageurs et des scènes de chasse. Ce ne sont pas des fantaisies, mais la chronique de la vie quotidienne des peuples dont les campements se trouvaient sur les rives de rivières disparues. Les précipitations étaient irrégulières, par endroits des averses saisonnières, ailleurs des chaînes de marais. Mais le schéma général était clair, le Sahara vert a prospéré pendant des millénaires. Ensuite, le système a basculé. La mousson s'est retirée, l'évaporation a dépassé l'apport, la végétation n'a pas pu retenir l'humidité et en quelques siècles, la poussière a repris le dessus. Les populations ont migré vers le Nil, troquant la chasse contre l'élevage, et sur les sables, il ne resta que des ossements dispersés de poissons et d'hippopotames. Aujourd'hui, cette même poussière, agissant en rétroaction, traverse l'Atlantique et, selon les estimations, transporte des dizaines de milliers de tonnes de phosphore par an vers l'Amazonie, un engrais du passé pour un autre continent. La leçon ne porte pas sur les miracles, mais sur la mécanique. La nature peut passer d'un état stable à un autre si elle est poussée par l'orbite, la végétation ou les humains. Conservez ce fait si vous aimez les histoires d'hier et d'aujourd'hui et partagez la vidéo pour que plus de gens voient à quelle vitesse l'éternel devient temporaire. Fait 4. Le castor, nuisible aux canaux, est une idée reçue jusqu'à ce que l'on constate comment un seul travail de nuit transforme un ruisseau en une cascade de réservoirs. Deux brigades mondiales, le castor fiber européen et le castor canadensis nord-américain, opèrent selon le même schéma. Ils humidifient l'argile, soutiennent avec des branches des troncs, tassent avec leur queue et ainsi construisent un barrage de 0,5 à 1,5 mètres de haut et de plusieurs dizaines de mètres de long. Le record au Canada est d'environ 850 mètres, environ 0,53 000. Leurs dents, couleur rouille, ne sont pas un caprice de la nature, mais du fer dans l'émail qui renforce les incisives. Celles-ci poussent de quelques millimètres par semaine et s'usent contre le bois. Ils préfèrent le saule, le tremble et le peuplier, bois tendre à croissance rapide et d'un diamètre pratique de 5 à 20 cm, 2 à 8 pouces. La hutte est une maison thermos. Les entrées sont sous l'eau, tandis qu'à l'intérieur, une chambre sèche où la fourrure et l'air chaud maintiennent la stabilité quand l'extérieur est gelé. Les étangs atténuent les crues, élèvent la nappe phréatique de plusieurs dizaines de centimètres, décantent le limon, créent des réfrigérateurs d'eau froide pendant la chaleur et des abris pour les alevins, les grenouilles, les rats musqués et les loutres. Les castors détectent les fuites grâce aux bulles et les réparent la nuit en 5 à 10 minutes environ, en colmatant le trou. Si le débit est trop fort, les humains placent des leurres, des tuyaux cachés qui maintiennent le niveau sans détruire la digue. Un compromis entre la route et l'écosystème. Essayez de longer la rive et observez les micro-détails, empreintes de pattes, marques de morsure, le déversement sur la crête. C'est un manuel vivant d'hydraulique. Y a-t-il des étangs de castors ou de nouvelles digues sur les ruisseaux près de chez vous? Écrivez la région et le mois d'observation pour que nous puissions créer une mini-carte de ces maîtres nocturnes. Le cinquième fait. L'Amazonie, les poumons de la planète, est une expression accrocheuse, mais elle nous induit en erreur. Mythe, la forêt amazonienne produit jusqu'à 20% de l'oxygène mondial et c'est pourquoi nous respirons. Réalité, la forêt amazonienne effectue une photosynthèse active le jour, mais la nuit et dans la litière forestière, cet oxygène est presque entièrement consommé par la respiration des plantes, des animaux et des microbes. En bilan annuel, une grande forêt mature est proche de zéro en termes de production nette d'O2. L'accumulation à long terme d'oxygène dans l'atmosphère ne se produit pas là où il y a beaucoup de feuilles, mais là où une partie de la matière organique est retirée de manière permanente du cycle, dans les sédiments marins et les tourbières, ainsi que lorsque le fer et le soufre s'oxydent et verrouillent des formes réduites. Néanmoins, la forêt est vitale pour d'autres raisons, elle retient le carbone dans la biomasse et les sols, refroidit la surface par évaporation, initie les rivières volantes d'humidité et les centaines de milliards d'arbres créent des boutons climatiques pour les précipitations sur le continent. Une autre nuance, environ la moitié de la photosynthèse mondiale provient des océans. Les cyanobactéries et diatomées microscopiques travaillent sans bruit ni gros titres.
Et si une connaissance affirme avec assurance que l'Amazonie est nos poumons, corrigez-la gentiment. Nos poumons sont les cycles stables du carbone et de l'eau, plus l'enfouissement lent de la matière organique. La forêt est le cœur de ce système, mais pas une usine à oxygène rentable. Ces précisions n'amoindrissent pas la valeur de la jungle, au contraire, elles la focalisent. Si une analyse sobre des mythes, sans panique ni exagération vous plaît, manifestez votre soutien, likez ou écrivez un bref important, ainsi je comprendrai si ce format mérite d'être poursuivi. La créature la plus grande de la Terre n'est pas la baleine bleue. Elle vit silencieusement sous nos pieds et, en automne, fait semblant que ce sont juste des armilières qui poussent. Dans la forêt nationale de Malheur, Oregon, États-Unis, un clone du champignon Armillaria, décrit comme A. ostoia, A. solidipes, s'étend sur environ 965 hectares, soit environ 9,65 km² ou 3,7 milles carrés, l'échelle d'une petite ville et environ 1350 terrains de football de taille standard. L'analyse génétique a montré qu'il y a un seul organisme sous la couverture d'aiguilles de pin, une identité unique et non une multitude de voisins. Le corps principal est le mycélium, des filaments blanchâtres et des cordons sombres de rhizomorphes épais de quelques millimètres qui rampent à travers le sol et le bois à des centimètres et des mètres par an, perçant l'écorce et privant les arbres d'eau. Les corps fructifères, les armillaires familières, ne sont que des enseignes saisonnières. L'hôte lui-même est un réseau, estimé à des milliers d'années. Le genre Armillaria a aussi son théâtre d'ombre. Chez certaines espèces, le mycélium émet une faible lueur verte, le feu follet, rappelant que la forêt respire même dans l'obscurité. Le paradoxe de ce record est que le géant est à la fois un ingénieur et un pathogène. Il remodèle l'écosystème en éliminant les arbres faibles, suivis par les insectes, les pics et la jeune pousse. La prochaine fois que vous verrez une souche avec un éventail de veines, regardez de près. Vous êtes au bord d'une ville sans hôtel de ville, mais avec un plan de communication. Si vous voulez plus d'extrêmes naturels, écrivez encore des records et je rassemblerai une suite avec les champions les plus étranges. Septième fait. Essayez de traduire un court mot japonais, komorebi, en français et vous comprendrez que la langue nous apprend parfois à observer. Il signifie « tache de soleil filtrée par le feuillage ». Et après l'avoir entendu, la forêt semble changer de focus. Vous remarquez la géométrie des branches, le rythme du vent, la texture de la lumière. En science, il y a son propre poétisme, pétrichor, l'odeur de la pluie sur terre sèche, un terme proposé dans les années 1960. Derrière lui se cache la géosmine, une molécule produite par les actinobactéries dans le sol. Le seuil de sensibilité humain est de quelques infimes fractions de nanogrammes par litre, c'est-à-dire presque des traces. Une goutte de pluie, en frappant la poussière, expulse une myriade de bulles aérosols et l'odeur s'allume instantanément. Dans d'autres contrées, la nature partage des noms de vent. La bora est un flux katabatique glacial des Alpes dinariques avec des rafales jusqu'à 40-60 mètres par seconde. Le sirocco est un messager chaud et humide du Sahara. Le meltémi est un sévère vent du nord de l'été égéen et l'harmattan est la brume sèche du golfe de Guinée. Quand on a les mots, on sait d'avance s'il faut fermer les volets, s'attendre à de la poussière, boire plus d'eau. Le russe a joliment scindé blue en sini, bleu foncé, et goluboy, bleu clair, et cela, selon la psycholinguistique, déplace les limites de reconnaissance des nuances. Le monde semble se fragmenter plus précisément. Le même sur les 100 mots pour la neige chez les peuples arctiques est discutable, mais il existe une dure réalité. Les nénètes et les pomors ont réellement un lexique fonctionnel pour le type de couche de neige, les croûtes et la fraîcheur des chutes de neige. C'est le langage de la survie pour un traîneau et un pêcheur. Le langage est une optique, et plus elle est fine, plus tôt vous voyez le changement de temps ou de saison. Et quel est le mot naturel de votre région que vous aimez le plus ? Tempête, givre, étiage, vent sec. Écrivez un mot et une courte histoire expliquant pourquoi il est le vôtre. Il est intéressant de collecter un dictionnaire vivant d'observateurs. Huitième fait. Il y a 100 ans, la nuit était dense et étoilée, comme une coupole de velours. Aujourd'hui, pour l'habitant d'une grande ville, la Voie lactée est un visiteur rare, voire parfois un mythe tiré d'un manuel.
La lumière que nous déversons sur les rues, les cours, les façades ne modifie pas seulement l'image du ciel, elle repousse les limites de l'éveil pour de nombreuses espèces. Les biologistes aiment les chiffres simples. La pleine lune donne environ 0,1 à 0,3 lux. Une lanterne ordinaire, 10 à 30 lux. Pour nous, c'est juste plus lumineux, mais pour les insectes nocturnes, c'est une boussole brisée. Beaucoup de papillons utilisent la navigation lunaire, maintenir un angle fixe par rapport à une source lointaine, ce qui leur permet de suivre une trajectoire droite. Avec une lanterne, la source est proche, l'angle est le même, et l'insecte s'enroule en spirale et meurt d'épuisement ou est la proie d'un martinet. Les oiseaux migrateurs volent grâce aux étoiles et aux champs magnétiques. Mais les façades de verre, l'éclairage des grues et des stades les attirent comme des phares dans le brouillard. D'où les collisions nocturnes, les nuées d'oiseaux fatigués au-dessus des arènes, les rythmes perturbés des voyageurs. Les plantes en ville gardent leurs feuilles plus longtemps et s'endorment plus tard. Les photorécepteurs captent des heures supplémentaires et l'arbre entre en hiver mal préparé. Les tortues marines sur les plages éclairées se dirigent vers la promenade plutôt que vers le rivage argenté des vagues. Les diodes de rue sont plus lumineuses que le reflet de la mer. La nuit a une recette pour son retour. Des lampes chaudes au lieu de froides, des visières et une lumière dirigée, des détecteurs de mouvement et, plus sombre là où c'est possible, plus sombre quand c'est possible. Ce n'est pas de l'ascétisme, mais un réglage précis. Vous souvenez-vous d'un endroit où l'on peut voir la Voie lactée sans lampadaire? Une steppe, un village, un col de montagne? Partagez le lieu et le moi, que cette vidéo est une carte du silence et de l'obscurité, où l'on peut aller se ressourcer et se rappeler à quel point notre planète de néon est vraiment grande. 9e fait. Vérifions en pratique. En un week-end, vous pouvez notablement modifier l'écologie de votre cour ou de votre balcon, sans subvention ni équipement spécial. Commencez par la menace invisible, le verre. Les oiseaux ne percutent pas le reflet du ciel, mais le vide, et ici fonctionne la règle simple du 2x4. Faites un dessin visible sur la vitre de manière à ce que la distance entre les marques ne dépasse pas 5 x 10 cm, environ 2 x 4 pouces, des rayures, des points, des motifs au marqueur à l'aide d'un pochoir. Un grand autocollant au milieu n'aide presque pas. La lumière est le second levier. Remplacez les diodes froides par des chaudes, inférieures à 2700 K. Suspendez des visières et dirigez la lumière vers le bas. Installez un détecteur de mouvement, ainsi vous supprimerez des dizaines de lux superflus qui perturbent la navigation des insectes et des oiseaux. L'humidité est le troisième. Une petite coupelle pour oiseaux de 2 à 5 cm, 1 à 2 pouces, avec une pierre îlot et un changement d'eau tous les 2-3 jours arrêtera les larves de moustiques et donnera une chance aux abeilles et aux mésanges. Souvenez-vous de la règle de la pluie. 1 mm de précipitation sur un toit de 10 m² représente 10 litres, environ 2,6 gallons d'eau gratuite, et un déluge de 10 mm sur un toit de 40 m² vous donnera déjà 400 litres, environ 105 gallons pour l'arrosage. Les plantes sont le quatrième. Plantez un escalier à nectar selon la saison. Début de printemps, crocus et pulmonaire. En été, bleuet et lavande. En automne, astère et sédum. Ajoutez des arbustes à baies, comme le sorbier ou la viorne, et vous nourrirez les pollinisateurs ainsi que les merles. La pelouse est le cinquième. Laissez au moins 20% de la surface non tondue pendant 3 à 4 semaines et vous augmenterez instantanément la diversité des insectes. Utilisez les feuilles sèches comme paillis, d'une épaisseur de 5 à 7 cm, 2 à 3 pouces. C'est de l'humidité, un abri et la vie du sol. Pour les abeilles sauvages, des bouquets de tiges creuses de 15 à 20 cm, 6 à 8 pouces de long, et un autel en bois avec des trous de 3 à 8 mm et une profondeur de 10 à 15 cm, 4 à 6 pouces, avec une paroi arrière aveugle et un toit contre la pluie, conviennent. Changez les modules une fois par an pour ne pas propager de parasites. Et aussi, empilez près de la clôture un tas de branches pour hérissons, de branches d'épaisseur de paume. C'est une chaude remise hivernale pour nombreux voisins. Gardez cette mini-liste de contrôle et cochez un point que vous êtes prêt à réaliser cette semaine. Après 7 jours, écrivez un court rapport, ce qui a le mieux fonctionné et pourquoi. 10e fait. Imaginez un orage qui s'allume comme une enseigne et peut fonctionner presque toutes les nuits. Ce n'est pas un mythe, mais un phénomène observé sur le lac Maracaibo, à l'embouchure du fleuve Catatumbo, Venezuela. Ici, la topographie fait de l'atmosphère un instrument.
L'air chaud et humide au-dessus des eaux peu profondes du lac s'élève, tandis que les chaînes de montagnes des Andes le soutiennent par trois côtés. Les vents contraires, l'évaporation et une forte convection créent un tapis roulant de cumulonimbus. D'après les observations et les données satellitaires, le spectacle dure des centaines de nuits par an, souvent plus de 200, voire près de 250 à 300, pendant 8 à 10 heures d'affilée, avec des séries allant jusqu'à plusieurs dizaines d'éclairs par minute. La densité des éclairs y est l'une des plus élevées de la planète, se mesurant en centaines de décharges par kilomètre carré par an. De loin, cela ressemble à un phare muet. Les colonnes orageuses brillent principalement à l'intérieur des nuages et le tonnerre se perd dans la distance. Les marins l'appelaient le phare de Maracaibo et utilisaient le mur de lumière silencieux pour s'orienter. Une belle hypothèse suggère un carburant supplémentaire, le méthane des marais du delta, mais son rôle est discutable. C'est avant tout la circulation de l'air et l'humidité qui déterminent le phénomène et non le gaz inflammable en soi. Les années sèches et pendant El Niño, le spectacle s'atténue. Les années pluvieuses, il s'intensifie. Ainsi, le climat et le relief jouent sur un interrupteur. Un tel record a son revers. Les éclairs produisent des oxydes d'azote, NOx, et la chimie de l'air local change. Les orages eux-mêmes brûlent et fertilisent. Avez-vous déjà vu des ciels rares, aurores boréales, halos, arc-en-ciel de feu, la mer s'illuminant la nuit? Partagez votre photo témoin. Et si ce cycle vous a été utile et intéressant, soutenez la chaîne, abonnez-vous, aimez et laissez un commentaire. Merci pour votre temps et votre attention.